Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Drame à Thiénaba-Sec. 3 talibés auraient perdu la vie après avoir ingéré du bantambaré, une plante aux multiples vertus, dont un mauvais dosage est toutefois nocif à la santé. Nos équipes se sont rendues sur les lieux du drame et se sont entretenues avec le chef du village, sa version des faits au cours de cette édition. À un mois de la Tabaski, le service d'hygiène entame sa campagne de surveillance des foirailles. L'objectif, veiller aux bonnes pratiques d'hygiène adoptées par les vendeurs de moutons. Au total, 40 points de vente ont été visités par les éléments de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Enfin, au Mali, dissolution totale de tous les partis politiques, une décision qui suscite inquiétude, méfiance et diverses polémiques, tout en interrogeant l'avenir politique d'un Mali engagé résolument vers une nouvelle trajectoire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce drame qui secoue la commune de Thiénaba-Sec. C'est dans le département de Kébémer. 3 talibés auraient trouvé la mort après avoir ingéré des feuilles d'un arbuste appelé le bantambaré. Dans ce reportage, nos équipes sont retournées sur les lieux. Le chef du village, seul à témoigner, donne sa version des faits dans ce reportage signé Amina Mbaresso. Thiénaba-Sec, une localité dans le département de Kébémer. Dans ce paisible village, 3 jeunes talibés auraient trouvé la mort après avoir mangé des feuilles de cet arbuste. Il paraît que les enfants ont mangé les feuilles de l'arbuste planté dans l'enceinte du Dara et ils ont trouvé la mort. L'arbuste en question, on l'appelle communément bantambaré. Pour moi, ce drame relève de la volonté divine parce que je n'ai jamais entendu dire que le bantambaré a tué quelqu'un. Cet arbre a plutôt des vertus thérapeutiques. L'arbuste en question est implanté à l'intérieur du Dara. Sur place, impossible de trouver un interlocuteur. Le maître coranique et ses talibés, tous ont déserté. J'ai juste entendu parler d'un talibé qui serait décédé ici au Dara. Les 2 autres morts, c'est vous les journalistes qui me l'annoncez. Dans le village, notre guide, le seul à accepter de témoigner, rappelle la bonne réputation du maître coranique. Le maître coranique qui tenait le Dara en question a une très bonne réputation. Même les enfants qu'il enseignait l'ont témoigné. Les enfants ne mangeaient pas, nourriture, vêtements, ils avaient tout sur place. Il ne manquait de rien. Aux dernières nouvelles, le maître coranique se trouverait entre les mains des enquêteurs, les corps des 3 talibés morts envoyés à Dakar pour des besoins d'autopsie. Allez, parlons formation à présent avec le programme Dara Atelier en phase d'expérimentation à Mbour où 40 talibés viennent de clôturer une formation de 6 mois dans les métiers de l'électricité et de la plomberie. Une satisfaction pour les formateurs et maîtres coraniques qui appellent ainsi l'État du Sénégal à mettre en exécution un plan d'insertion socio-professionnelle en faveur des enfants talibés, compte rendu de la cérémonie organisée pour la remise de leur diplôme avec Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. L'électricité et la plomberie sont les métiers auxquels sont formés ces 40 talibés. Une formation assurée par l'Institut de formation technique de Mbour. Il y a des séries d'ARA qui ont été initiées à l'informatique. La durée de la formation, c'est au total 6 mois. Maintenant, si nous incluons la durée de stage, cela peut aller jusqu'à 7 à 8 mois. Actuellement, nos talibés sont en stage de formation en électricité pour une durée de 1 mois. Maintenant, à la suite de cela, nous allons leur envoyer un stage également en électricité. C'est dans le cadre du programme Dara Atelier qui a pour objectif de former 15 000 talibés au niveau national dans les 5 prochaines années. Donc c'est tout heureux aujourd'hui de voir que cette phase d'expérimentation nous permettra, nous, d'aller à la mise à l'échelle, parce que le programme Dara Atelier est un projet d'envergure nationale
avec un chiffre extrêmement important. L'initiative est très appréciée par les maîtres coraniques qui insistent sur une stratégie concrète pour leur insertion socio-professionnelle. bi ñu ñëwee bokk na ci li ma leen conseillé mooy ñuy génne xale yi ñuy dem ci sanc yi ndax théorie bi baax na lool mais pratique bi lu ci am solo la. Cette préoccupation, il la partage avec les formateurs qui ont invité à ce forum des partenaires pouvant les accompagner dans le processus d'insertion de ces talibés. Allez, nous reparlons de l'affaire ONAS et de toute la polémique qui s'en est suivie. L'ancien directeur général a trait à la barre le 28 mai prochain pour diffamation. Cherdien a été donc attrait par l'entreprise Vika pour un dossier relatif à un marché de curage des canaux. Le principal intéressé campe toutefois sur sa position et affirme n'avoir jamais été mis au courant de l'enrôlement de son dossier. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de la matinale interrogé par Chérif Dia. Ok, donc il semble que j'ai fait l'objet d'un appel devant à la barre sur une plainte de Vicas. D'ailleurs, c'est une plainte que le ministère Tidiane avait annoncée sur les plateaux de Walfadjri. Et donc c'est par la presse que j'ai entendu que ce dossier avait été appelé au niveau de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Dakar, et mon avocat a fait un rabat de délibéré. Donc le 28 prochain, Inch'Allah, ce dossier de diffamation va être rappelé à la barre du tribunal, et ce sera l'occasion véritablement d'éclairer les Sénégalais sur les tenants et les aboutissants du fameux marché de ONAS, où un marché octroyé à des entreprises. Le ministre Cheikh Tidiane a demandé qu'on les enlève de ces entreprises pour les octroyer à d'autres entreprises de son choix. Nous restons dans le chapitre judiciaire. Éviter à tout prix la perception d'une justice à deux vitesses dans le traitement de certains dossiers. C'est la recommandation d'Ibrahim Bahoum. Le journaliste pense qu'il faudrait éviter de traiter les dossiers en donnant l'impression qu'on prend parti pour une tierce personne ou entité au détriment d'une autre. Je vous propose de l'écouter. Il nous en dit plus au micro de Lissa Prera. Parce que il ne faut pas que les actes renvoient à ce que les gens pensent être. Parce que ce qu'on pense être n'est pas forcément ce qui est. Mais la perception ne doit pas avoir prétexte de ce qu'on a fait. Regardez ce dossier d'inscription et de flagrant délit. On vous dit que le dossier le plus récent, Azura, date en fait de plusieurs années. Autrement dit, la commission du délit date de longtemps. On l'a régénéré maintenant, on l'a ramené sur la place publique premièrement, et quelqu'un d'autre qui avait également été sur un plateau pour dire des choses de la même façon. En tout cas, au moins dans les deux cas, ce n'est pas acceptable moralement par rapport à nos valeurs. Mais quand même, si on a un dossier ici, on dit un tel parce que ça va pas, il est malade, etc. On veut bien. Évidemment, sa maladie, on ne la découvre que maintenant, peut-être, je sais pas. Mais si ça arrive, ou bien on considère qu'il est malade, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'aller en procès. On va directement à l'hôpital psychiatrique ou ailleurs où on peut le soigner, et on leur a dit expertise contre expertise, c'est clair, on ne peut pas le juger. Mais pourquoi se précipiter, l'envoyer tout ça en instruction? Parce que si vous le faites alors qu'il y a un autre dont le dossier est là depuis plus longtemps, et les deux cas, je ne suis pas en train de juger de quel cas est plus grave, mais en tout cas, au moins, on peut être sûr que celui premier qui donne le truc est encore en instruction n'est pas plus grave que celui en dernier. Donc cette perception-là que les gens ont d'une justice à deux vitesses, d'une justice pour les uns et pour les autres, ce n'est pas bien dans la perception, c'est pas bien du tout pour la vie.
Je vous l'annonçais en titre, le service d'hygiène a entamé sa campagne de surveillance et de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène à adopter par les vendeurs de moutons à quelques semaines de la Tabaski. Ces agents ont donc démarré les opérations ce matin en faisant une tournée dans différents points de vente. Au total, 40 points officiels ont été visités selon le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Les détails, c'est dans ce compte-rendu signé Fatima Touré. À 3 semaines de la fête de Tabaski, le service d'hygiène démarre sa tournée au niveau des points de vente de moutons à Dakar. Au total, il y a 40 points de vente officiels, affirme le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Cette campagne vise à faire l'état des lieux, mais aussi de voir si les conditions d'hygiène sont respectées. À Dakar, pratiquement, nous avons 40 points qui ont été considérés comme officiels. Mais vous conviendrez avec moi qu'en dehors de ces points officiels, il y a un nombre incalculable de points de vente de moutons au niveau de la région de Dakar. Il reste pratiquement 3 semaines avant ces événements extrêmement importants du calendrier musulman. Donc, comme c'est beaucoup de points de vente de moutons qu'il faudra visiter, donc nous avons décidé vraiment de déclencher la procédure qui consiste principalement à voir les conditions dans lesquelles s'effectuent ces ventes de moutons. Il s'agit un peu de voir l'environnement dans lequel s'effectuent ces ventes de moutons. Par la même occasion, le service d'hygiène compte sensibiliser les vendeurs, mais aussi les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène. Donc la deuxième chose également qu'on va un peu effectuer durant cette tournée, c'est la sensibilisation aussi bien des vendeurs que des acheteurs, donc sur les bonnes pratiques d'hygiène. Parce que la transmission de certaines infections soit est assujettie à ce qu'on trouve au niveau même de l'environnement. À chaque étape, l'aspect lié à l'hygiène et l'assainissement est extrêmement important pour ne pas avoir à consommer des viandes impropres. Le service d'hygiène va sillonner tout le territoire sénégalais pour la préservation de la santé des populations. Le saviez-vous, désormais, pour construire, il faut débourser au minimum 90 000 francs CFA pour avoir un camion de sable, un coût jugé très élevé pour certaines bourses. À Ouest Foire, les vendeurs de sable de construction ne savent plus à quel sein se vouer à cause de cette hausse. Elle est certes introuvable, mais chère en plus. Ils appellent l'État du Sénégal à apporter son soutien pour permettre d'avoir du sable à vendre. Pour rappel, le site de Bayard est fermé. Ils sont obligés de sortir de Dakar pour s'en procurer. Le reportage est d'Abib Faye. Plus de 15 jours, ces camions sont stationnés ici. Ils ne bougent pas. Pour cause, le sable de construction est en manque. Impossible de voir cette matière. Son prix a connu une hausse, ce qui est déplorable. Nous n'avons pas accès à la matière première. Cela fait plus de 17 jours. C'est un retard de la part des autorités. Nous passons nos journées à ne rien faire. Les gens veulent construire, mais le prix du sable est élevé. Ils refusent de l'acheter à des prix exorbitants. Les clients ne nous croient même pas. Aujourd'hui, vous imaginez, le prix du camion 16 mètres cubes coûtait 60 000 francs, mais il est passé à 100 000 francs. Celui du 18 mètres cubes. L'accès leur est interdit. Ils sont obligés de sortir de Dakar pour trouver du sable à vendre. Maintenant, nous sommes obligés d'aller jusqu'à Thiès, plus précisément à Sougou, pour vendre nos produits. Il y avait le site de Ndiahirat. Malheureusement, il est fermé. Beaucoup de chantiers de construction ont été arrêtés à cause de la hausse du prix du sable. Cependant, ces ouvriers demandent à l'État de leur apporter du soutien. Ça ne nous arrange pas. Nous voulons que le président de la République et son premier ministre nous viennent en aide. Nous les invitons. Les temps sont durs. Imaginez, acheter du sable à 25 000 francs, le carburant, payer le péage.
Tout cela pour un voyage, et tu le fais à 4 reprises, nous n'aurons rien à la fin de la journée, même pas de versement. Les prix sont très élevés, ce qui n'arrange pas les vendeurs. Pour les acheteurs, ils sont obligés d'arrêter leur chantier jusqu'à avoir des prix beaucoup plus abordables. Petit détour par la banlieue pour parler des artisans qui s'activent dans le secteur du textile et qui réclament la reconnaissance mais aussi la valorisation de leur métier. Ils ont porté le plaidoyer lors d'une conférence de presse au cours de laquelle ils se sont plaints de ne pas bénéficier d'assez de financement. Nous écoutons tout de suite Pape Diop, secrétaire général de l'association des artisans du textile sénégalais. Il nous fait le point au micro d'Abdoulaye Patéane. Véritable pilier de notre patrimoine culturel et de notre économie locale, le Sénégal possède une richesse inestimable en savoir-faire, artisanat et textile. Ces métiers transmis de génération en génération sont aujourd'hui menacés par plusieurs défis. Le manque de reconnaissance et de soutien institutionnel, accès limité au financement et à des espèces de production décentes, la concurrence déloyale des produits importés à bas prix, l'insuffisance de formation technique adaptée aux nouvelles exigences du marché, faible intégration dans les politiques d'éducation et de mode de développement local. Nous sollicitons des mesures fortes, concrètes, notamment la reconnaissance officielle des métiers artisanaux textiles comme le secteur stratégique de développement national. La création de pôles artisanaux modernes avec des ateliers équipés dans les grandes régions. Le soutien à la formation technique et à la transmission des savoirs à la jeunesse. Autre collectif qui grince des dents, il s'agit du syndicat autonome des gardiens agents de sécurité du Sénégal. Il déplore les dures conditions de travail et de vie des gardiens, mais aussi des domestiques au sein des maisons. Ces responsables l'ont fait savoir au cours d'un séminaire sur la réforme de la sécurité privée. Nous écoutons à ce propos Isidore Kouli, secrétaire général du SAGAS. Il s'exprime toujours au micro d'Abdoulaye Patéane. Le système de sécurité privée a été banalisé et laissé pour compte alors que c'est le plus grand secteur pourvoyeur d'emplois avec plus de 30 000 jeunes qui gagnent leur vie à travers tout le pays. Et avons trop et beaucoup souffert des patrons qui ne respectent ni la catégorisation des salaires conventionnels, des avantages et primes dus aux agents de sécurité. Des clients qui font leur loi et refusent de payer des factures de prestations de services, mettant certaines entreprises dans des difficultés. Ainsi, nous qui sommes de la sécurité privée, gens de maison et domestiques, attendons beaucoup de l'État. D'abord sur des réformes entamées dans notre secteur qui sont salutaires pour la préservation des acquis. Nous sommes persuadés que des mesures doivent s'imposer aux employeurs, aux clients et donneurs d'ordre pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Nous attendons des changements véritables. À Ziguinchor, les industriels de la filière anacarde ont fait face à la presse pour lancer un cri de cœur à l'attention des nouvelles autorités. Ils demandent à l'État de tenir sa promesse de régularisation de l'exportation avec une réserve nationale de 7000 tonnes. À défaut, ces industriels évoquent un risque sérieux de faire faillite. Nous écoutons Eliman Dramé, il s'agit de leur porte-parole. Il est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Le secteur de transformation de noix de cajou est confronté à un problème énorme du fait de la difficulté d'accès à la matière première qui pourtant est présentement disponible mais à des prix exorbitants que nous ne pouvons supporter. Ceci est vraiment un problème pour nous parce qu'on est en pleine campagne de noix de cajou et nous ne sommes pas en mesure d'avoir quelque quantité que ce soit pendant que les exportateurs sont en train de s'activer pour acheter et exporter toute la quantité de noix disponible avant l'hivernage. Nous réclamons de façon urgente un stock de sécurité qui n'est que le 10e de notre production pour sauvegarder les usines implantées ici au Sénégal dans la transformation de noix de cajou. Juste 7000 tonnes. Nous ne pouvons pas l'acheter au prix actuel et nous n'avons pas de financement même pour acheter ces 7000 tonnes.
Donc, il est urgent de mettre un mécanisme qui permet de mobiliser ce stock au profit des transformateurs locaux pour sauvegarder les emplois. À défaut, les usines vont fermer et tous les emplois créés vont être perdus. Le financement de la santé au Sénégal au cœur d'un atelier initié par l'Association des journalistes en santé et développement, un financement en provenance de partenaires financiers et techniques étrangers. D'ailleurs, ces derniers tendent à se retirer de plus en plus, ce qui impacte considérablement les ménages. Malène Amadounian est responsable pays de IBP. Il revient ici sur le mode de financement de la santé au Sénégal dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Au Sénégal, la santé est financée certes par l'État, mais les partenaires techniques et financiers et les ménages supportent la plus grosse part. Le financement de la santé, c'est d'abord les ressources du budget général. Donc c'est la fiscalité de l'État, c'est les revenus du domaine de l'État, c'est tout ce qui contribue au budget de l'État, les prêts, les dons, l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est également le budget des collectivités territoriales. Mais maintenant, au-delà du système de financement, au-delà du système des finances publiques généralement, il y a ce qu'on appelle le système de financement de la santé, qui sont des dépenses qui vont spécifiquement aux dépenses de la santé. Et dans ce cadre-là, on voit le revenu, la contribution des ménages à travers leurs revenus, ce qu'on appelle le off-the-pocket payment, mais également d'autres dépenses qui sont des projets soutenus par des bailleurs et allant directement dans le secteur de la santé. Donc c'est d'une part les mécanismes traditionnels de financement des secteurs de l'économie, mais c'est d'autre part des dépenses qui vont spécifiquement au secteur de la santé. Heureusement, en ces temps qui courent, l'ombre du retrait des bailleurs plane dans le secteur de la santé, ce qui impacte négativement la santé des populations dans ce pays. Là où les bailleurs étaient essentiellement présents, c'est la vaccination, la santé communautaire, l'achat de produits, la formation, la prise en charge d'une partie du personnel médical, et donc la santé mère-enfant, surtout la santé mère-enfant, la lutte contre les maladies non transmissibles, la lutte contre les maladies transmissibles. Donc l'impact sera aussi important que le retrait des ressources dans ces secteurs-là. Et malheureusement, ces secteurs sont des secteurs névralgiques de la santé. Je pense que l'économie, la cellule d'économie de la santé est en train de travailler à quantifier cela. Il est temps alors pour nos États de réformer nos finances publiques pour financer la santé. L'appel à l'épargne, entre autres, sont des pistes de solutions. Il faudra, une fois qu'on l'aura, avoir des mécanismes de réponse sur la base des ressources disponibles, notamment notre fiscalité, l'appel public à l'épargne, mais également les ressources de la diaspora, entre autres. La santé au Sénégal actuellement risque de passer des moments sombres avec le retrait des partenaires qui risquent d'avoir des impacts négatifs sur la population. Hors de chez nous, le régime militaire malien vient de franchir un cap décisif en annonçant la dissolution pure et simple de tous les partis politiques, une décision qui suscite inquiétude, crispation et interroge sur l'avenir politique d'un Mali désormais engagé résolument dans une trajectoire autoritaire assumée. Le commentaire est de Daniel Diouf. En dissolvant toutes les formations politiques, le régime militaire malien a franchi un seuil critique. Ce n'est plus seulement un glissement autoritaire, mais bien plus. Un basculement vers un système où le pouvoir se veut unique, incontestable et verrouillé. Officiellement, il s'agit d'assainir un espace politique gangréné par les divisions, la corruption et les compromissions. Un argumentaire 1000 fois entendu sous d'autres cieux pour justifier l'effacement total des voix discordantes. Mais derrière cette façade se profile une volonté plus profonde. Faire taire toute alternative, effacer les contre-pouvoirs, transformer le Mali en laboratoire d'un ordre politique militaire bâti à la mesure des généraux. Au nom de la souveraineté retrouvée, les autorités de Bamako entendent capitaliser sur le rejet croissant des ingérences occidentales. Mais la souveraineté sans démocratie n'est qu'un simulacre. Elle risque de se muer en enfermement, en autarcie politique, au prix d'un isolement international qui pourrait peser sur un pays déjà meurtri. Au fond, cette dissolution traduit moins une force qu'une fébrilité, celle d'un pouvoir inquiet de la contestation, des frustrations populaires qui montent, des crises sociales qui s'enracinent. Face à l'absence d'alternatives légales, le risque est grand de voir les colères migrer vers des formes souterraines, plus radicales, moins contrôlables. Le Mali tourne une page, mais il reste à savoir si ce sera celle d'un renouveau souverain
ou celle d'un huis clos politique au relent d'autocratie. Les leçons du passé africain sont pourtant claires. Nul pouvoir ne résiste indéfiniment au silence imposé par la force. Et du Mali, nous passons à la Côte d'Ivoire où Tidjane Thiam a été élu de nouveau à la tête du PDCI avec 99,77% des voix. En Mauritanie, l'ex-président Abdelaziz a lui été condamné en appel à 15 ans de prison ferme. Le sport, à présent, de retour des Seychelles après leur belle aventure en Coupe du Monde de Beach Soccer. Les Lions ont reçu un accueil chaleureux. C'était hier mardi à l'aéroport international Blaise Diagne. Classé 4e mondial, ils ont été félicités par les supporters naturellement, mais aussi par les autorités du football sénégalais. Djibril Ouad, membre de la fédération, que je vous propose d'écouter tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes venus ici avec tous les membres de la Fédération sénégalaise de football, le troisième vice-président Adam Mondour, les membres du comité exécutif, Samsin Diatta, Mbaye Diouf Dia, toute l'administration de la Fédération et le service de la communication de la Fédération pour accueillir nos vaillants Lions. Ils étaient en Coupe du Monde. Parmi tous les pays du monde, nous sommes classés 4e. Et ça, le résultat là, c'est un très bon résultat. Maintenant, l'objectif, c'est de nous maintenir en Afrique et de tenir le flambeau haut en Afrique, de repartir à la Coupe du Monde, d'essayer d'amener une médaille. Et je pense que la prochaine Coupe du Monde sera la bonne. Donc, nos Lions, nous les devons gâter dans la mort. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, la seconde partie de Soir d'Info.